question du courage donc, en la matière, ce que je vais vous soumettre, c'est celle du courage de défendre des idées. Et en particulier de défendre des idées contre le consensus. Aujourd'hui, le consensus, on l'a à longueur de journée. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous allez contre le consensus. Et mon propos ce soir, c'est simplement de dire que le consensus est une notion qui est complètement antinomique de la science. La science, c'est le règne du débat, de la controverse, et certainement pas du consensus. Donc je vais prendre deux exemples pour l'exposer. Et d'autre part, je vais aussi dire que ce qui est consubstantiel à cette notion de consensus, c'est la notion de pensée de groupe. À savoir, pensée de groupe, il n'y a plus de pensée, puisqu'on pense comme les autres membres du groupe. Et que, alors pour aller au nœud de l'affaire, le travail d'un scientifique, c'est de réfléchir, de travailler sur un problème déterminé. Et quand il pense avoir trouvé quelque chose d'assez intéressant, aujourd'hui, il rédige une publication qu'il soumet à une revue. Et le manuscrit est envoyé à des experts qui vont dire c'est complètement idiot, c'est intéressant, c'est bien, etc. Ça, c'est des pratiques maintenant qui remontent au XIXe siècle, qui sont bien établies. Et je dirais, la constatation tout à fait générale, c'est beaucoup plus facile de publier des idées pas originales que des idées nouvelles. Si je soumets un article pour dire que les travaux de M. Didier Chamborteau sont absolument remarquables, Didier a assez d'amis pour dire « Ah oui, ben, on est ravis de publier ça ». Si je dis au contraire que ce qu'il a fait, et on n'écrit pas qu'il est idiot quand même, mais on dit que blablabla, là les difficultés commencent. Et alors l'histoire des sciences montre de ce point de vue-là qu'il y a vraiment des dizaines et des dizaines de scientifiques qui ont eu des prix Nobel pour des publications qui ont été initialement refusées par les revues auxquelles ils avaient soumises, parce que la nouveauté était choquante. Et la difficulté, c'est que quand vous avez une idée réellement nouvelle, il est rare qu'il ne subsiste pas des petites zones d'ombre. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes d'un coup, et vous n'allez pas attendre 15 ans d'avoir aplani toutes les difficultés pour le soumettre, pour des tas de raisons. C'est la loi des rendements décroissants, avant tout. Donc, tout ça fait que publier des idées nouvelles n'est pas forcément facile. Et d'autre part, vous avez aussi, et ça l'histoire des sciences est riche, de gens qui ont eu des idées tout à fait remarquables, qui l'ont soumis pour publication, qui ont essuyé un refus et qui ont manqué, pour des tas de raisons honorables, le courage de poursuivre. Et du coup, ils ont laissé la paternité de leur travail à d'autres. Bon, donc, ce qui veut dire que les choses ne sont pas toujours très faciles. Alors ça, je dirais, c'est ce qui se passe depuis au moins 2 siècles, à l'époque, quand les journaux scientifiques modernes sont apparus. Alors la nouveauté qui est profondément inquiétante, c'est que maintenant, et j'en parle en connaissance de cause, c'est que vous pouvez avoir du mal à publier un article et qu'après ça, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous font censurer l'article, font pression sur la revue avec des moyens qui ressemblent plus d'ailleurs à des pratiques palermitaises qu'aux pratiques bien éprouvées de la science, simplement pour ne pas qu'on puisse dire que ce fameux consensus est rompu. Alors il se trouve qu'une bonne partie de mes activités relèvent des domaines des sciences de la Terre, et les sciences de la Terre sont, et ce n'est pas un hasard, c'est un domaine qui depuis toujours a été animé par des controverses. Alors, la question du climat fait partie des sciences de la Terre. Pourquoi ? Pas parce que la Terre a des tas d'aspects qui ne peuvent être compris qu'à l'échelle de la Terre elle-même. Alors, comme chacun sait, la Terre, c'est immense, c'est hautement variable. Vous avez des mers, vous avez des terres, vous avez des montagnes, vous avez des plaines, et qu'avoir une vue d'ensemble de tout ça, c'est extrêmement difficile. Et je cite ici, à propos d'un historien des sciences bien connu, que beaucoup d'histoires de la géologie semblent avoir été une affaire de grande controverse, parce que c'est inhérent à la difficulté du sujet. Quand vous vous intéressez à un ballon dans lequel il se produit une réaction chimique, vous n'avez pas de mal à comprendre que c'est plus facile qu'à traiter un système qui a la taille de la Terre. Alors j'ai mentionné quelques controverses extrêmement célèbres, celui de l'âge de la Terre par exemple, et il a fallu 2000 ans de réflexion pour qu'on puisse dire en 1956 que la Terre était vieille de 4,5 milliards d'années. Donc c'est une des controverses les plus longues. Il y a eu des grands débats
au XVIIIe siècle entre les gens qui disaient que tous les phénomènes géologiques étaient régis par l'eau et d'autres qui disaient que non, que c'était le feu. On a eu, d'après ça, des débats entre les gens qui disaient que l'histoire de la Terre était une histoire de catastrophe et d'autres qui disaient non, que c'est le jeu continu de forces de la nature. On a eu, après ça, au cours du XXe siècle, la grande controverse sur la mobilité continentale. Des gens qui disaient non, que les continents se déplacent, qu'à l'origine, il y a quelques centaines de millions d'années, on n'avait qu'un méga-continent qui s'est fragmenté, et que du coup, aujourd'hui, l'Amérique est à 6000 km de l'Europe, et c'est le résultat de cette chose-là. Donc, ces controverses ont existé tout bêtement parce que les problèmes sont intrinsèquement compliqués qu'on ne peut pas les résoudre d'un coup. Alors aujourd'hui, justement, la question à la mode que Benoît a brièvement mentionnée, c'est celle des réchauffements climatiques, et on nous dit que le consensus veut que l'affaire est réglée et que toute personne qui n'est pas d'accord avec cette idée grosso modo, doit être muselée. Donc mon propos ici, c'est de montrer que non, le consensus n'est pas un argument recevable en science. Ce n'est pas pertinent. Alors pour ça, je vais d'abord regarder, puisqu'on nous dit que le consensus, c'est l'activité scientifique telle qu'elle se produit depuis 2000 ans, je vais dire non, avec une raison très simple. On va d'abord regarder quelle est l'origine du terme. Et puis, je vais prendre l'exemple donc, de la révolution copernicienne pour bien montrer à quel point, justement, le consensus ne fait pas partie de l'histoire. Et je vais faire quelques remarques pour dire que le consensus, en fait, est un argument qui a une forte affinité religieuse. Alors, ce n'est pas tout à fait fortuit, puisqu'aujourd'hui, ces réactions de censure, ce sont des réactions, en fait, de censure de type religieux. Donc, on a une certaine cohérence là-dedans. Et alors, s'il y avait une seule chose qui devait être retenue de mon exposé, ce serait ce que j'ai indiqué en bas de la diapositive, que consensus, en science, ça a autant de valeur que vu à la télé en matière de marketing. Vous savez que j'ai toujours été surpris de voir que ça peut être un argument de vente. Oui, on l'a vu à la télé, donc c'est un bon produit. Alors, en matière de consensus, je vais prendre deux exemples. Un célèbre dictionnaire qui a été fait au XVIIIe siècle, qui s'appelle le dictionnaire de Trévoux. Là, je prends l'édition de 1743. On voit donc la page de garde, tome second. Et à la page où on s'attend à avoir consensus, qu'est-ce qu'on regarde? On voit consentant. Donc le dictionnaire fait 5 volumes, il est grand comme ça. Le mot consensus n'existe pas. Curieux. Pour un terme qui est censé être à la base de l'activité scientifique depuis 2000 ans. Alors, avançons dans le temps en regardant le Nouveau Larousse illustré en 7 volumes, édition 1907. Et là, on voit que consensus apparaît. Et consensus, qu'est-ce que c'est? C'est un mot d'origine latine. Et en termes de physiologie, c'est une relation, un accord dans les fonctions des diverses parties du corps. Le consensus vital. Donc, on voit bien qu'en 1907 encore, le mot consensus n'a absolument aucune pertinence en sciences. Alors, maintenant, imaginons qu'effectivement ce terme ait toujours été pertinent, que se serait-il passé au XVIe siècle, quand M. Copernic a publié son célèbre ouvrage? Depuis l'Antiquité grecque, on avait toutes les raisons de penser que la Terre était au centre du monde. On voit bien que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre, et si je lance cet objet à 20 mètres de haut, je vois très bien qu'il va retomber à mes pieds. Si la Terre tournait, il devrait tomber 3 mètres plus bas. Et puis je vois aussi qu'il y a des journées où il n'y a pas un pet de vent. Si la Terre devait tourner sur elle-même à une vitesse importante, on va avoir des tempêtes à longueur de journée. Donc la physique impliquait que la Terre est au centre du monde, il n'y avait pas d'autre explication raisonnable. Alors, quand on regardait les cieux, qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, on voyait d'abord que, évidemment, c'est plus facile de réaliser en prenant des photos pendant toute la nuit qu'en regardant le ciel, mais déjà les Grecs s'étaient bien rendus compte que ce qu'on appelle les étoiles fixes, c'est-à-dire toutes les étoiles qu'on a au fond du ciel, sont animées d'un mouvement circulaire autour d'un point qui est quasiment l'étoile polaire, et c'est le pôle Nord. Donc on voit que ces étoiles tournent, et elles tournent en 24 heures autour de l'axe des pôles qui va du pôle Nord au pôle Sud.
Donc ça, c'est quelque chose qui ne posait pas de difficultés marquantes. Alors là où les difficultés se posaient, c'est que maintenant, si on se représente le système solaire, enfin, ce qui était l'univers à l'époque, on représente la Terre au milieu, et puis après ça, évidemment, le premier corps céleste qu'on a, c'est la Lune, puis le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Lune tourne autour de la Terre, en grosso modo 29 jours, et que Saturne met 29 ans, et que la période de révolution croît à mesure qu'on va de la Lune à Saturne. Mais à ce moment-là, il y a quand même un problème, là. Puisqu'on voit que plus on s'éloigne de la Terre, et plus les périodes de révolution sont grandes, pourquoi les étoiles qui sont présentées ici sur le schéma tournent en 24 heures seulement et non pas en une période plus longue que 29 ans? C'était une incohérence majeure du raisonnement. Mais on ne s'est pas soucié de cette incohérence parce que tout le reste marchait. Et ça a été, pour parler d'un terme anachronique, le consensus du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 16e siècle. Alors là, il y a M. Copernic qui arrive et qui, en 1543, publie son fameux traité des révolutions des orbes célestes, dans lequel il propose le schéma qui est représenté, où on a le Soleil au centre, puis la Terre, la Lune et les autres planètes. Donc, c'est ce qu'on a appelé la révolution copernicienne. Alors, la question qu'on peut se poser, mais qui était Copernic? Donc, c'est un changement colossal de représentation du monde. Alors, ici, je fais deux remarques. La première, parce que dans le grand public, on dit toujours, oui, ça a été Copernic a rencontré des difficultés parce qu'il a prononcé la déchéance de l'humanité. L'homme est au centre du monde et il se retrouve expulsé à tourner autour du Soleil. Alors, c'est complètement faux. C'est une des plus grandes légendes de l'histoire des sciences. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans l'univers aristotélicien dans lequel on était jusqu'alors, les régions les plus nobles étaient les plus éloignées de la Terre. Et chez les Grecs, les divinités premières résidaient dans les étoiles fixes. Et que la Terre était en revanche la poubelle de l'univers. C'était la zone la plus méprisable. Et M. Montaigne en particulier l'a bien dit, la position de la Terre, c'est la plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures qui se sent et se voit logée parmi la boue et le fion des ordures du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis et la plus éloignée de la voûte céleste avec les animaux de pire condition. Et Galilée lui-même a bien dit, quant à la Terre, nous cherchons à l'anoblir et à la rendre parfaite en tâchant de l'assimiler au corps céleste et de la mettre, pour ainsi dire, au ciel d'où vos philosophes l'ont banni. Donc, c'est-à-dire que la révolution copernicienne, c'était un anoblissement considérable pour l'homme, qui n'était plus dans la poubelle de l'univers, mais qui se retrouvait confondu avec des astres qu'on avait longtemps considérés divins. Alors, la question qu'on peut se poser, qui était Copernic? Copernic, c'était quelqu'un qui avait fait des meilleures études qu'on peut faire à l'époque, à l'université à Cracovie d'abord, à Bologne, à Padoue, à Ferrare, et qui après ça était chanoine à Frombork, en Poméranie occidentale, dans un endroit le plus reculé scientifiquement où on pouvait être. Alors, il n'y a pas, certainement pas un hasard, si Copernic a pu bouleverser la représentation du monde, parce que justement, il n'avait pas des collègues avec qui, tous les jours, il racontait les mêmes histoires. Donc, Copernic est l'archétype de l'opposition à la pensée de groupe. Si vous voulez être original, ne discutez pas avec vos collègues tous les matins, prenez le temps de réfléchir, et c'est comme ça que vous allez avoir des grandes révolutions. Alors, même chose. Alors, les exemples, je pourrais en citer des dizaines. Je prends juste celui d'Einstein, parce qu'Einstein est une personne bien connue. Einstein, en 1905, propose l'hypothèse de la relativité restreinte. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que ce serait un peu compliqué. Ce que Einstein dit, c'est que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel. C'est-à-dire que si je me déplace dans une fusée à 10 000 km/h et que j'envoie de la lumière vers vous, eh bien la lumière va avancer à la même vitesse que si je suis à l'arrêt. La conséquence de cela, c'est qu'on bouleverse complètement les notions d'espace et de temps qui ne sont plus absolus et relatifs. Donc, deuxième changement de représentation du monde le plus important et qui bouleverse 2500 ans de
super consensus en quelque sorte. Là encore, qui est Einstein? C'est quelqu'un qui a été élève de l'École polytechnique de Zurich, une des plus fameuses universités occidentales, et qui en 1902 n'a pas trouvé de boulot à la fac et s'est retrouvé expert technique à l'Institut fédéral de la propriété industrielle de Berne. Inutile de dire que c'était un enterrement de 3e classe. Si Einstein a fait sa révolution, c'est sans doute parce que, justement, il n'avait pas ses collègues qui l'incitaient à faire de la pensée de groupe. Et on a ici 2 très beaux exemples de rupture complète avec ce qui est même plus fort qu'un consensus. Donc alors, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux parler d'accord unanime, en l'occurrence. Et cet accord unanime, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une notion qui a été très utile en termes en réflexion religieuse. Alors, pour un exemple bien connu, chez les chrétiens, il y a 4 évangiles qu'on appelle canoniques, parce que ce sont eux qui ont été reconnus par l'Église au IIe siècle, Marc, Luc, Matthieu et Jean. Pourquoi pas Thomas? Pourquoi pas les autres? Parce que les communautés chrétiennes de l'époque se sont spontanément entendues sur ces 4 évangiles. Alors, on a eu exactement la même chose en islam, avec les recueils de faits et dires du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, et chez les sunnites ou chez les chiites, bien, au Xe et XIe siècle, on s'est spontanément mis d'accord pour reconnaître une valeur spéciale à certains de ces recueils. Donc, c'est une religion. La notion de consensus, à ce propos, illustre très bien le fait que le consensus, c'est quoi? C'est une décision qu'on prend parce qu'on n'est pas capable de faire d'autre chose. Évidemment, je ne peux pas prouver mathématiquement que les 4 évangiles canoniques sont meilleurs que les autres. Pareil en islam. Et là où les choses, justement, deviennent importantes, c'est que, comme l'a dit un célèbre, un helléniste chez nous bien connu, c'est que nous vivons un moment un peu étrange où la science est dévoyée et où nombre de scientifiques ne savent même plus ce qu'ils font et ne voient pas qu'ils ont basculé dans la croyance avec ses corollaires, les dogmes, les excommunications, la censure. La discussion est devenue impossible, la raison est mise au service des passions. L'histoire des sciences, qu'est-ce que c'est? C'est une longue promenade à travers un cimetière où les idées longtemps acceptées, aujourd'hui, reposent en paix pour l'éternité. La science est inséparable du libre débat. Et de ce point de vue-là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos collègues n'aient pas compris un propos que Boès, philosophe romain, tenait au Ve siècle. La philosophie grecque elle-même, en effet, n'aurait jamais été tenue dans un si grand honneur s'il n'avait pas été nourrie des conflits et des dissensions des plus grands savants. Donc le consensus, la censure en science est inacceptable. Le libre débat est impérieux et tout ministère de la vérité va directement à l'encontre de la science. Merci, c'est le point que je voulais essayer de montrer.